chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Bienvenue dans votre émission Le Lien, l'émission hebdomadaire consacrée au handicap. Je vais saluer toute ma petite équipe de choc. Bonjour Marie. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Patricia. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission. Bonjour Carole. Bonjour à tous et bonjour à tous les auditeurs. Et notre voix masculine, bonjour Yves. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour à Dorine, bonjour à Christian. Toujours pareil, en espérant qu'il se rétablisse le plus vite possible. Bonjour à Paul. Et un bonjour particulier à une dame qui s'est consacrée toute sa vie aux handicapés, aux personnes en fin de vie, qu'on embrasse très fort. Un bonjour chaleureux à Marie de Caser. Bonjour Marie de Caser. Bonjour, et donc puisque tu as salué Christian, je lui souhaite également un bon rétablissement. Et à tous ceux qui nous écoutent de leur lit de clinique, parce que c'est vrai que je connais plusieurs personnes qui nous écoutent et qui sont actuellement hospitalisées. Et bon, je ne sais pas si ça peut les rassurer, mais il fait très froid dehors, alors restez bien au chaud dans votre lit et surtout ouvrez grand vos oreilles. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de petites anecdotes, de santé, d'emploi, mais aussi on va commencer notre petit jeu de Noël, puisque nous ne pourrons pas vous recevoir au téléphone et veuillez nous en excuser. Donc on va poser des questions aujourd'hui et vous aurez les réponses soit dimanche, dimanche vous pourrez aussi participer au jeu et vous aurez donc les réponses mercredi prochain. Voilà, et le gagnant sera nommé mercredi prochain dans notre émission spéciale Noël avec le Père Noël. Oui, nous avons invité le Père Noël. Alors, Patricia, tu voulais nous parler peut-être d'une grande déception du forum de l'emploi des personnes handicapées où tu t'es rendue hier. Oui, le forum, c'est la FIP, le FIP, qui a organisé un forum. Alors, ça durait toute la journée, donc il y avait des discussions, présentation des missions, des financements du FIP. Il y avait des prestataires qui intervenaient et après, il y avait des rencontres entre des recruteurs publics et personnes handicapées à la recherche d'un emploi. Donc, la dernière partie, je n'ai pas pu y assister parce que il fallait s'inscrire. Donc, c'était pas... Là, ce serait un petit reproche dans l'organisation. Ce n'est peut-être pas assez précisé. Donc, je me suis inscrite au forum, mais je n'ai pas pu accéder à la dernière partie. Ça m'aurait bien intéressé personnellement, puisque je suis à la recherche d'un emploi. Mais c'était quand même intéressant et autrement bien organisé. Alors, je rappelle qu'est-ce que le FIP. Alors, F-I-P-H-F-P. Alors, ça a été créé en 2006 dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Le Fonds pour l'insertion professionnel des personnes handicapées dans la fonction publique, donc le FIP, est un établissement public à caractère administratif dont la gestion administrative est confiée à la Caisse des dépôts. Il est alimenté par la contribution financière des employeurs publics de 20 salariés et plus, n'atteignant pas le taux d'emploi légal de 6% de travailleurs handicapés. Alors, ils peuvent financer, entre autres, des aménagements, la rémunération des agents ou organismes chargés d'accompagner l'agent handicapé dans l'exercice de ses fonctions, des aides d'action sociale, des actions d'information et de formation, des études liées à la problématique de l'insertion professionnelle, entre autres, des travaux d'accessibilité, etc. Donc, c'est une activité assez large. Ils avaient comme partenaires pour cette journée, entre autres, Cap Emploi, le CRIC, association, l'ADAPT, MDPH, Pôle emploi, SAMET, FNAT 3132, Andeco pour les plus connus. Les gens connaissent d'ailleurs. Et l'intérêt de ce forum, c'était de réunir tous ces partenaires et les personnes qui voulaient poser des questions. Parce qu'en général, vous connaissez tous ces partenaires indépendamment. L'intérêt, c'était de les avoir tous sur place. Donc, on n'avait pas besoin de prendre ou des rendez-vous ou se déplacer. Toutes les informations étaient disponibles sur place et ça, j'ai trouvé quand même très, très agréable et très pratique. Voilà. Bien, Donc après, évidemment, je finis. L'intérêt, c'était d'avoir des informations dans le secteur public pour ceux qui recherchent du travail. Alors, il y avait des brochures qui accompagnaient donc les gens qui voulaient faire des recherches. C'est comment trouver un emploi dans la fonction publique. Donc,
tout le déroulement, le processus pour y accéder. Il y avait aussi poursuivre son activité professionnelle avec un handicap. Et ça, on l'a déjà abordé dans une autre émission. C'était se déclarer donc travailleur handicapé dans son entreprise, même si on est arrivé en tant que salarié classique. Voilà, donc il rappelle ce qu'on a pu dire précédemment. Et aussi l'apprentissage dans la fonction publique, ça existe. Et donc il y a plusieurs possibilités. Alors, je peux vous proposer l'adresse du FIP. Donc c'est 12 avenue Pierre Mendès France. Ça, c'est l'adresse à Paris. Et au 01 58 50 99 33. Redonne le numéro peut-être. Oui, 01 58 50 99 33. Autrement, vous avez le www.fip, alors fiphfp.fr. Voilà, donc après, vous avez aussi les adresses de Pôle emploi, Cap emploi qui ont été redonnées, des adresses utiles. Donc, j'ai toutes les brochures entre mes mains et ils seront disponibles à la comité. Donc, dès demain. Venez nous voir, téléphonez-nous le jeudi matin si vous avez besoin d'informations. Dans notre comité au 7 rue Hydrac, comité AVH au 05 61 62 44 45, 05 61 62 44 45. Donc, si vous avez besoin d'informations, si vous êtes à la recherche d'un emploi et pour toute autre information concernant l'émission. Tu avais d'autres informations à nous livrer sinon, Patricia ? Non, j'avais fait le tour parce que c'était quand même... Après, c'est plus compliqué et ça concernait plus après une partie pour les professionnels justement qui recrutent. Donc, c'était ma petite info, mais qui nous concerne, nous, humbles salariés ou en demande d'emploi. D'accord. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la vie réelle, on peut être handicapé de naissance, mais on peut devenir handicapé suite à un accident de la vie quelconque. Et donc, quand on a besoin de quelque chose, au moins faites la démarche de rencontrer des personnes qui peuvent avoir une expérience un petit peu comme vous et qui font le relais avec vous, quoi. Parce que des fois, on se sent un petit peu esselé avec la maladie et on se sent un petit peu diminué, mais ce n'est pas pour ça que vous n'avez pas des compétences. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et j'en reparlerai plus tard. Bien, merci Marie. Merci pour ce mot d'encouragement. Yves, tu vas nous amener pour un petit tour culturel, un petit tour parisien au musée, je crois. Oui, alors c'est le musée du Quai Branly. Et je remercie Patricia pour m'avoir glissé les informations, qui est aussi connue... Excuse-moi, mais c'est Carole, hein, je ne veux pas voler le... Ah, pardon, mille excuses. 1000 excuses. 1 millier d'excuses. Le musée du Quai Branly, qui est aussi connu sous le nom de musée des arts primitifs, qui se trouve à Paris. Je crois que c'est à proximité de la Tour Eiffel, si je ne dis pas de bêtises. Ça doit être station de métro, Trocadéro ou Birakem. Si un jour vous allez à Paris... Il faut marcher un petit peu quand même. C'est la station de métro la plus proche, mais il faut marcher. Combien ? 400, 500 mètres Ouais, un petit peu plus, quoi. Moi, je sais que j'ai fait, ça m'a pris à peu près 10 minutes de marche. Hein. Alors, 1000 excuses aussi à Marie-France. Mais après, ça dépend, parce que moi, j'y vais très tranquillement. Je multiplie les excuses. Il ne faut pas s'excuser, Yves. Bon, alors, je demande pardon. Alors. Donc, tout ça pour dire qu'il y avait au musée du Quai Branly, il y a eu du 30 novembre au 7 décembre une semaine d'accessibilité. Ce n'était pas la première, c'était la deuxième fois, car le musée du Quai Branly, dès son inauguration en 2006, s'est voulu facile d'accès. La rivière de cuir, un parcours tactile qui est unique au monde, les modules de braille, les escaliers réduits au minimum, montraient le soin apporté au public handicapé. En 2010, une première semaine, ainsi que je l'ai dit, a eu lieu à Fossé-le-Clou. La deuxième édition qui s'est déroulée va encore plus loin. Le directeur, M. Karim Moutalib, remarque, lors de cette première semaine, on avait développé un parcours qui concernait un seul continent. Cette année, nous avons étendu et amélioré ce système. Tous les continents sont accessibles. Et nous avons travaillé sur les 4 familles de handicap, visuel, auditif, moteur et psychique. Rien n'est laissé au hasard, que ce soit en termes d'aménagement des espaces ou d'accueil, pour que tout le monde se sente à l'aise et profite des richesses du musée.
L'accessibilité de l'offre culturelle passe soit par une adaptation du contenu, soit par des matériaux, des aides à la visite. Les nouvelles technologies sont très présentes dans ce domaine et on s'est aperçu que les dispositifs pour malentendants peuvent aussi servir aux visiteurs autistes. À l'accueil, les personnes handicapées, mais aussi les enfants, pourront emprunter un iPad, je ne sais pas comment on dit, iPad, contenant une application ludique pour découvrir les collections. Un guide tactile de très belle facture vient d'être imprimé avec des textes en gros caractères et en braille, avec des illustrations d'œuvres en relief. Et l'un des chefs-d'œuvre du musée a été reproduit en fac-similé pour pouvoir être touché. La grande statue d'Yenenke du Xe siècle qui permettra aux malvoyants de s'initier à l'art dogon. Je crois que ça concerne le Mali. Exact. Pour accompagner ces nouveautés, la Semaine de l'accessibilité a proposé plusieurs ateliers, projections et rencontres, ainsi que des concerts, avec notamment le témoignage de M. Philippe Croison, qui a réussi un exploit fantastique, amputé des 4 membres, qui a traversé les 5 continents. Je crois que Patricia connaît. Là. Oui, comment c'est connu, effectivement, oui. Qui vient de traverser, comme je disais, les 5 continents à la nage. C'est le sujet de son film « Nager au-delà des frontières », qui a été projeté le 1er décembre. Le 7 décembre, Amadou et Mariam, chanteurs africains non-voyants, je crois, ont conclu en musique l'événement, qui ne s'arrêtera pas là. Et pour conclure, dit le directeur général du musée, ce qui nous tient à cœur, c'est de travailler de façon continue. Cette semaine nous a servi de point d'orgue pour mobiliser les énergies, pour donner une visibilité, pour progresser sur les questions d'accessibilité sur lesquelles on travaille en permanence. Bien, merci Yves. C'était Super, merci. Joli résumé. Alors oui, effectivement, les informations ont été trouvées par Carole. Tu nous en veux pas. Il n'y a pas de souci, je n'ai pas le monopole. C'est parce que je suis la documentaliste et que je lui ai donné le papier, donc il en a déduit par erreur. Arrêtez, mais voilà. là, on n'est pas chez la reine d'Angleterre non plus. Chacun trouve des sujets. Je et vous aime, mes on amis. est partageurs. Alors Patricia, tu voulais nous parler d'un petit garçon, d'un petit bout de chou, vu qu'on approche de Noël, n'est-ce pas? On pense aux enfants. Si il pouvait finir l'année avec un gros cadeau de Noël. Alors je sais, c'est une petite demande, mais pour penser à lui, il s'appelle Ange. Je sais qu'il y a eu le week-end du Téléthon, que beaucoup de gens ont donné. Malheureusement moins que l'année dernière, mais je pense qu'avec la crise, c'est de plus en plus difficile, beaucoup plus de chômeurs, etc. Mais là, j'ai eu une petite tendresse particulière pour ce petit garçon. J'en ai entendu parler et je voulais qu'on en parle. Donc, il a 4 ans, il s'appelle Ange et voilà, c'est sa famille qui a fait un appel du cœur pour les aider à trouver. Donc, il y a un traitement qui pourrait l'aider à remarcher. Ce qui est en fait, il est né prématurément à 6 mois. Il en a gardé des lourdes séquelles. Il n'a ni maladie ni victime d'un accident, mais on appelle ça une infirmité motrice cérébrale. Voilà. Ni IMC, pardon. Voilà. Et alors, côté musculaire, en fonction de son état, ses muscles sont soit solides, comme de la pierre, soit mous. Donc, il a des difficultés au niveau de la motricité fine des doigts pour écrire. Il est inscrit quand même en moyenne section de l'école Gérokio à Fos, où il a d'ailleurs été très bien accueilli. Alors, chaque jour, Ange effectue avec un kinésithérapeute des exercices qui lui permettront peut-être de marcher un jour, mais c'est désormais vers la médecine américaine, voilà, le fameux traitement, que les parents du garçon se penchent. Car sous le soleil de Miami, en Floride, il existerait un traitement qui permettrait de précipiter les progrès de leur fiston. Des progrès qui seraient définitifs, ce n'est pas juste temporaire. Ce traitement se nomme le biofeedback. Je ne sais pas si je prononce bien. Tu connais apparemment Oui, on connaît. On connaît un petit peu. Il s'agit d'un système d'électrodes qui vont piquer le muscle et permettre d'établir une connexion entre le cerveau et le muscle. C'est ce mécanisme qui fait défaut chez Ange. Voilà. En fait, c'est parce que quand tu es prématuré, tu as quelques petits soucis de... souvent, quand tu as un petit souci de transmission d'émetteurs entre le corps et le cerveau. Ne sont pas faites, C'est-à-dire que tu as le message du neurone qui ne se fait pas.
C'est-à-dire que si tu dis, pour un enfant normal, par exemple, il va dire je vais marcher, et pour lui, ça veut dire qu'il va marcher avec les jambes droites, la colonne vertébrale droite, tout ça. Tandis qu'un enfant qui est prématuré, comme il va avoir un petit souci de réception nerveuse, eh ben, il va avoir le corps, il va dire bon, vas-y, marche, et puis finalement, ses genoux ou ses mains vont faire qu'ils vont recevoir que la moitié du message. Au lieu de dire marche droit, il va recevoir que le message marche. Et encore, des fois, et là c'est le cas pour lui et pour beaucoup d'enfants, et je le dis pour encourager les parents, parce que souvent la famille c'est quand même un choc, parce qu'en général le petit bonhomme c'est un petit bonhomme comme tous les autres, et puis au bout d'un certain temps on se dit tiens, il va arriver à marcher, ou il va arriver à faire ça, tenir le biberon, ou je sais pas. Alors pour Ange, en tout cas, on s'est rendu compte assez tôt qu'il avait un problème de motricité. Pour d'autres, ça peut arriver, on peut s'en rendre compte un peu plus tard. Et c'est vrai que la rééducation, ça fait beaucoup. Et le fait que ses parents se tournent aux États-Unis, c'est parce que je pense qu'ils ont eu beaucoup de témoignages qui fait que peut-être ils se sentent un petit peu découragés. Et c'est vrai que c'est bien de faire les choses tant qu'on est jeune. C'est-à-dire qu'il faut faire une rééducation pratiquement tous les jours, un petit peu ce qu'on appelait à un moment donné le patterning. Je ne sais pas si vous connaissez. Si, oui. Mais... Voilà, vous voyez. Mais là, en fait, c'est carrément des... Voilà. Non, c'est des électrodes électriques, c'est sur des les muscles. Ça coûte entre 9 000 et 11 000 euros, donc voilà, plus d'où le l'importance, voilà, avec les frais pour se déplacer. Et je te sens émue d'en parler, Marie. C'est ce que moi, c'est ce que ça m'a... Voilà, j'ai perçu ça aussi. Alors, je sais que c'est certainement pas le cas unique, mais on peut commencer déjà par lui. Voilà, si on peut lancer dans l'émission un appel à un soutien, ne serait-ce que même moral, si les gens ne peuvent pas donner au niveau financier, mais une lettre ou quelque chose. As-tu des coordonnées, quelque chose? Alors, ils ont créé une association pour l'association Dans les pas d'un ange. Alors, Émilie, donc, elle a donné son numéro de téléphone, 06 14 97 51 55. 06 14 97 51 55. Il y a aussi le site www. Alors tout attaché, dans les pas d'un ange. D'une ange, non. Alors dans les pas d'une ange. C'est dans les pas d'un ange, mais il n'y a pas d'apostrophe en fait. Ah oui, c'est pour ça, effectivement. Oui, ça me faisait bizarre. D'accord. Dans les pas, dunange.fr, voilà. Oui, ils ont même un site aussi sur Facebook, donc il faut taper moi, Ange 4 ans et demi, atteint d'une infirmité motrice cérébrale. Voilà. Donc, si on peut les aider ou ne serait-ce que les soutenir, et s'ils pouvaient finir l'année, parce que c'est récent l'information, ça date du mois de novembre, donc alors en espérant que depuis notre annonce là, il ait pu trouver et qu'il soit déjà parti, mais autrement, si on peut le soutenir et qu'il finisse l'année en beauté. Il faut se dire que toutes les bonnes volontés sont bonnes, et s'ils partent pas tout de suite, ils partiront peut-être en février mais ou en mars, mais au moins partir, voilà, parce que ce petit bonhomme, il est jeune et il a toute la vie devant lui, et surtout de faire qu'il puisse vivre une enfance heureuse, avec beaucoup de traitements, c'est sûr, mais qu'il puisse progresser surtout, voilà. Bien, merci beaucoup, Patricia. C'était mon coup de cœur, mon gros coup de cœur. On va donc enchaîner sur Noël. Alors, je vais vous faire un petit peu, pas rêver, mais vous apprendre des choses sur Noël. Alors, je vous conseille de bien écouter, parce que évidemment, vous aurez une interrogation écrite. C'est une des formations professionnelles. J'ai peur. Alors voilà, je vais vous expliquer comment on va procéder. Je vais vous donner 5 sujets, 5 informations. Tout à l'heure, je vous poserai une espèce de petit QCM, des questions beaucoup plus faciles. Et je vous poserai aussi 5 questions sur les 5 informations que je vais vous donner maintenant. Il faut prendre des notes? Alors, il faut prendre des notes, mais si les auditeurs n'ont pas le temps de noter ou quoi que ce soit, ce n'est pas grave. Vous appelez demain matin donc au 05 61 62 44 45 et vous pourrez jouer donc par téléphone. On vous relira les questions. On prendra le temps avec vous. On aura beaucoup de travail, Karine. Pour mais c'est pas non, gentil. Patricia, ne t'inquiète Noël. pas. Ne t'inquiète pas, Patricia. Nous avons un standardiste hors pair qui nous aidera volontiers, je suis sûre, au comité. D'avoir des contacts. Voilà, donc évidemment,
il y a les cadeaux du Père Noël à gagner. Voilà, voilà. Donc, la première information. Alors, je ne sais pas si vous savez, depuis quand existe le 25 décembre, mais c'est depuis l'an 354 que cette date donc existe. Et donc, c'est le pape Libérus qui a décidé que cette fête de décembre serait la nativité. Avant, on ne fêtait que Pâques, la résurrection. Information numéro 2. Savez-vous que le Père Noël fait sa tournée en traîneau avec des rennes? Bah, quand même. Ah, bon, vous avez le droit de parler, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, ces rennes sont au nombre de 10. Et c'est en 1821 que ces rennes apparaissent dans un conte de Monsieur Gillet. G-I-2-L-E-Y. Avec des trous pour mettre les bras? Pourquoi? C'est une blague. Gillet, bon. Mon Dieu, mais vous êtes endormis aujourd'hui, sérieux? Donc sa phrase, dans son poème, sa phrase dit avec beaucoup de joie, le bon Père Noël dirigeait ses rennes dans la nuit de Noël. Et c'est seulement en 1823, n'est-ce pas, que Clément Moore, un autre poète, un de ses amis d'ailleurs, dans son texte, donne des noms aux rennes. Alors, je vais vous donner les prénoms des rennes. Michel, Robert, Marcel. Pas du tout. Alors, évidemment, ces gens-là... Non, je rigole. Monsieur Moore était ils étaient imprimeurs à New York. Donc, évidemment, les prénoms sont en... New Yorkais. En anglais. In English, In yes. English, please. Mais j'ai eu la bonté de les traduire pour vous. Parce que ça se traduit des prénoms? Et oui, là, ça se traduit parce que tu vas voir. Le premier s'appelle Dasher. Ça veut dire tornade. Et donc, c'est le plus rapide. Après, vous avez Dancer, qui veut dire celui qui danse. danseur, bien sûr. Et c'est une femelle. C'est la plus gracieuse. On est d'accord qu'on parle de gens de personnages qui n'existent pas. Ce sont des rennes, Carole. Carole, c'est le Père Noël. C'est une fiction inventée par Monsieur Moore. Là, en l'occurrence, tu parles d'une histoire. Non, c'est l'histoire. je parle des prénoms du reine. Ah pardon, j'avais compris que Monsieur Moore avait écrit une histoire sur les reines du Père Noël. En Il leur a donnant fait des un noms. poème sur les reines du Père Noël. D'accord, mais peut-être que le Père Noël il leur a donné un vrai nom et que Monsieur Moore ne connaît pas les vrais noms des reines Si, du je Père pense Noël. que ce sont Les les Américains prénoms sont bien des capables reines. de Peut-être leur qu'ils sont donner potes, prénom en fait, comme et ça. Le Père à leurs Noël enfants. lui a dit C'est comment ça. il s'appelait, lui il a écrit un poème, il a ça. mis les noms du... C'est ça. Ah. Voilà. C'est des prénoms que les Américains pourraient donner à leurs enfants, hein, sans problème. Alors, c'est Danseur, wouh. Prancer, Fury, c'est le plus puissant. Vixen, alors ça c'est plus dur comme prénom, Patricia. Hein. Vixen, ça veut dire la fringante. C'est la plus belle et la plus puissante, n'est-ce pas? C'est une femelle, donc il y a des femelles et des mâles dans les reines. Il y a Comet, inutile de vous traduire, qui apporte le bonheur aux enfants, si c'est pas beau. Hein. Il y a Donneur, alors ils disent que c'est tonnerre, je suis étonnée de la traduction, mais c'est comme ça. C'est le plus fort. Vous avez ensuite Blitzer. Blitzer, qui est l'éclair. C'est une femelle. Elle apporte la lumière. Et vous avez le petit Cupide, que l'on traduira par Cupidon. Et en fait, c'est une femelle qui apporte l'amour aux enfants. Vous avez Rodolphe, le célèbre petit Rodolphe. Tu ne connais pas le petit renne au nez rouge Absolument pas. Carole, c'est Absolument un pas. joli livre pour enfants. C'est le guide des reines. J'ai passé l'âge des livres pour les enfants, mais je vais m'y remettre. Et il y a pour finir Altar, qui veut dire... Altaïr. Là, c'est Altar, Ah, qui, merde. qui voudrait Dommage. dire hôtel, l'hôtel où l'on fait les offrandes, qui est le plus vieux. Voilà. Eh ben, Donc, quelle je science. vous- symbolise en fait quelque chose. Voilà, tout à fait. Donc, ces reines ont apparu, le prénom de ces reines est apparu dans un poème pour la première fois, donc par écrit, Carole, parce que le Père Noël ne va pas nous envoyer des lettres, c'est nous qui devons le faire. Il a le droit. Hein. Donc, c'est en 1823 que ces prénoms ont apparu pour la première fois. Troisième information. Donc, on parle des États-Unis. Et en fait, est-ce que vous avez une petite idée comme ça à quel moment aux États-Unis on a commencé à parler du Père Noël? Puisqu'avant, il y avait des Amérindiens, vous n'êtes pas sans le savoir. Et donc, les premiers pionniers... Aux environs de, allez, au hasard, je vais dire 1870, 80, par là. 1700 et quelques. Eh bien, Les c'est pionniers. 17e siècle. Ah, On a commencé à parler bien avant.
de nos traditions européennes au XVIIe siècle aux États-Unis. Donc avant Le temps l'indépendance passe vite, des hein. États-Unis. Ouais, non. Tout à fait. Et alors, dites-moi, tout le monde sait que le Père Noël vit en Finlande. En Laponie, au nord de la Finlande. Est-ce que vous connaissez la ville où il habite? Parce que là, pour envoyer la lettre, c'est le moment de connaître l'information. Hein. Il habite à Gruteflute, à côté des fabricants de Ikea, non? Non. À Rovaniemi. Ton esprit de Noël me sidère, Carole. Alors, Tu rigoles, mais j'adore ça en plus. il habite à Rovaniemi, R-O-V-A-N-I-E-M-I. C'est pareil que Gruteflute, à celui-là. R-O-V-A-N-I-E-M-I. La cinquième information. Alors, savez-vous qu'à l'origine, la bûche de Noël n'était pas un gâteau? C'était Évidemment. une vraie bûche qu'on mettait dans le feu. Oui, et est-ce que tu sais ce qu'on en faisait? Ben, un jour, ils n'avaient pas mangé, ils avaient faim, donc ils ont récupéré la dernière bûche qui n'avait pas cramé, ils ont mis du sucre dessus, puis ils ont essayé de manger, et c'est devenu un gâteau. Alors, c'est peut-être ça, mais c'est pas la version que j'en ai. Quel La dommage. version, la première tradition était de verser du vin cuit dessus pour conjurer le mauvais sort de l'année. Et je disais n'importe quoi, mais comme quoi, des fois, n'importe quoi rejoint la réalité. Ça se rapproche de la vérité. Ouais. Voilà, et donc la bûche était encore effectivement avec des Incandescente. braises et on jetait du vin cuit dessus Du pour vin cuit conjurer, sur la bûche. Hein. voilà, pour conjurer le mauvais sort de l'année à venir. Ah, c'est pas bête. Bravo. C'est vrai, là. Félicitations. à Voilà. Carole. Et donc Carole, vu que tu es en Esprit forme, tordu, hein, Bravo, évidemment. bravo. Esprit tordu. vu que tu es en forme, Carole, tu vas nous lancer la pause musicale. Non, mais merci de me donner la parole. Je vous propose aujourd'hui Mars Mobile avec une chanson qui s'appelle Gonna Be My Day pour Merry Christmas Day. Nouveau, le sac à sapin est 100% biodégradable et compostable, car il est fabriqué à base de céréales. Il peut être jeté directement avec le sapin. Décoratif et pratique, le sac à sapin est surtout généreux. 1,30 € reversé à Handicap International. Bien, voilà, nous revoilà dans notre émission Le Lien. Alors, c'est une émission aujourd'hui tout en douceur, effectivement. Hein, mais bon, c'est l'hiver. Hein, on a les neurones un petit peu gelés. Ils sont je crois. ralentis. Donc, Yves, tu voulais nous parler de jardinage malgré tout. Une petite association, ma foi, sympathique apparemment. Oui, j'ai relevé sur la dépêche de dimanche une association qui a lieu à Seyss, dans la banlieue de Toulouse. Et je voulais rendre un petit hommage à cette association qui s'appelle La Main Verte et qui a une initiative très, très sympathique et très heureuse. Ah, pour être du jardinage, déjà, la main verte, c'est bien. Ah oui, mais là, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment original, c'est particulier, c'est une... Oui, c'est vrai, 1-0. L'association La Main Verte est aussi une association solidaire. Un de ses... On de la main en plus, c'est bien. Oui. 1-0. Alors, On va y arriver, hein. 2-1-0. Un de ses adhérents, Alain Lénert, handicapé, qui ne se déplace qu'en fauteuil, a eu la surprise de voir débarquer chez lui ses amis de l'association afin de lui constituer un espace accessible. Dans son jardin, tout a été conçu pour lui faciliter la tâche. Permettre à son fauteuil d'évoluer sur une surface dure, installer un arrosage automatique, planter des arbres à sa hauteur, créer une zone de culture à sa portée. La friche qui envahissait l'espace a été arrachée, la butte installée au niveau de la clôture est recouverte de romarin, lavande et plantes à fleurs sans entretien. Les arbres plantés en palmettes peuvent être entretenus, taillés, bichonnés, depuis le fauteuil sans problème. Je trouve que c'est une initiative assez remarquable. Et moi, je crois que je vais te donner la rubrique jardinage parce que tu nous fais ça très bien. Hein. Ah non, De là à te surnommer notre petit nain de jardin. Merci. Les plantes aromatiques longent le mur vers l'abri de jardin, le long des dalles posées sur le lit de gravier. Tout l'arrosage se pilote à l'aide d'une télécommande qu'Alain peut manipuler en toute quiétude depuis sa terrasse. C'est super. Mais le top du top,
C'est le jardin surélevé, dont l'ergonomie permet de travailler confortablement. Les salades ou tomates qu'il peut cueillir aisément lui apportent un plaisir qui améliore son cadre de vie. Cette facilité à m'approcher, toucher, travailler la terre me donne une joie immense. Avoue Alain, un brin d'émotion dans la voix. Tous ces travaux d'installation, il les doit à Irène et Bernard Creyff et Guy Vergne, dont l'idée collective a été encouragée par Claude Sirvin, le responsable de la Main Verte. Les matériaux utilisés pour la butte ou le jardin surélevé viennent de la récupération. La philosophie de l'association se fait dans le respect de la nature. L'objectif est atteint. Alain peut vivre sa passion dans son jardin comme chacun d'entre nous. Le mot de la fin, pour Claude Sirvin, le jardin, par ses couleurs et ses arômes, permet un épanouissement, car le but est de dépasser les situations d'handicap et de partager les plaisirs simples de la terre. C'est une très belle initiative de l'association La Main Verte de Seyss. Mais c'est une belle histoire en tout cas, je trouve. C'est formidable, parce que c'est beaucoup de... faire du jardinage quand on est handicapé, c'est beaucoup d'efforts et c'est vraiment très très bien de lui permettre... c'est formidable. Ça Une méritait bonne idée, surtout qu'on l'avait pas abordé encore ce terrain, c'est qu'à le dire, voilà, ce sujet encore. Voilà, Merci à la dépêche. Encore un jeu de mots. Voilà. Mais non, c'était encore un sujet, voilà, un terrain, thème alors, abordé qui Un sont point pour vastes, Patricia, mais malgré 2, tout. 1 et 0 pour moi. Dans l'amélioration Le décompte de continue. l'habitat, Marie, tu voulais aussi nous parler d'une belle initiative. Oui, tout à fait. Mais par contre, on va un petit peu voyager. On avait un petit peu évoqué le sujet il y a quelques semaines, si vous vous rappelez. Alors, je vais vous parler en fait d'un couple qui vit au Japon et qui sont un couple de sourds. Et donc, évidemment, le problème pour eux, en tant que parents, c'est de pouvoir effectivement surveiller, garder leurs enfants, parce qu'en général, quand on est parent, on reste pas devant les enfants toutes les 5 minutes. Et ce qui nous alerte, effectivement, c'est les cris, s'ils tombent, s'ils se chamaillent, tout ça. Et Donc, les grands silences aussi. Et les grands silences aussi, effectivement. Donc, c'est vrai qu'en tant que parent sourd, tous ces petits repères n'existent pas. Et en fait, je vous parle de ce couple au Japon parce qu'en fait, ils habitent une maison qui est aménagée. Enfin, quand je dis aménagée, elle a même été carrément construite pour eux parce que c'est une maison qui a 100 fenêtres. Alors, la particularité d'avoir des fenêtres de 25 cm. Et pourquoi ? Parce que comme ça leur permet effectivement de se voir les uns par rapport aux autres dans les pièces. Et donc, ça leur permet effectivement de communiquer avec la langue des signes. C'est-à-dire que c'est un trou vitré dans le mur. Presque. Mais en fait, il y a une... C'est pas un gruyère, hein, par contre, hein, c'est tout un design et il y a effectivement une fenêtre. C'est pas comme... Il n'y a pas que le mur, il y a aussi le côté transversal, plafond et toit. Comme ça, tu peux surveiller par rapport en haut. C'est un peu comme si tu étais dans un sous-marin, quoi. Enfin, ça me fait un petit peu penser à ça. Mais c'est... T'as fumé la moquette ou quoi ? Parce que... Non, pas encore. Mais bientôt, comme on va aller dans la Lune, bientôt avec le Père Noël, il n'y a pas de souci. Carole, j'aime bien comment tu me remets bien sur la terre. Pouf. Non, mais c'est vrai que c'est une initiative très, très, très originale et très, très sympathique. Alors, je dois dire que ce projet, il a été fait par l'architecte Tageki Osaka. Voilà, parce que c'est dans le quartier résidentiel de Itabashi Ward à Tokyo. Merveilleux, Marie, mais merci bien, hein, parce que c'est une idée. Ouais, pourquoi pas donner des parce idées. Parce qu'il y a quelques semaines, vous vous rappelez, on avait parlé de l'accessibilité des personnes handicapées et de savoir si on ferait des résidences réservées aux personnes que sourdes ou que si elles étaient intégrées, je dirais, dans des habitations dites normales. J'aime pas ce mot. Donc, en fait, moi, comme d'habitude, je suis pour qu'on ait le choix. Voilà. Ben, merci bien. Et on arrive aux 5 questions. Le petit quiz. Donc, vous pouvez donner votre avis, mais je ne donnerai pas la bonne réponse, bien entendu, puisque j'attends que les auditeurs nous appellent demain matin. N'est-ce pas, Patricia ? Tu es quand même d'accord, on peut les aider un petit peu. Ah, ben moi, vous pouvez donner votre avis. Je suis dans les petits papiers de Karine, je connais les réponses. Tricheuse. Donc, Patricia, tu te tais. Alors, non, mais c'est très facile, vous allez voir. Alors, question 1. Le mot Noël
est une racine latine, grecque ou saxonne. Ça veut dire, bien sûr, natalis. Enfin, natalis, en fait, est-ce que c'est grec, saxon ou latin? Moi, je dirais portugais. Et ça signifie donc le jour de la naissance. Toi, tu dis portugais, mais je t'ai pas... Non. Il y a 3 propositions. C'est ça qui est drôle, c'est de dire celle qui n'est pas proposée. Alors, donc je rappelle que ces questions seront posées donc dimanche au cours du repas de Noël, parce que nous comptons vous faire une vraie fausse émission. Qui plus est qu'on y sera, donc il faudrait peut-être qu'on sache répondre aux questions. Voilà, donc Carole vous fera part de ses suggestions. Voilà. Alors, la Saint-Nicolas est fêtée en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Hongrie, en Russie et en Pologne, ainsi qu'au Luxembourg, en Autriche et en tout le nord et l'est de la France. Ça, vous le saviez déjà peut-être. Mais sur quel animal Saint-Nicolas livre-t-il ses cadeaux? J'ai 3 propositions. C'est un animal à 4 pattes. Un cheval, un bœuf ou un âne? Merci Marie. Moi, je répondrais à un petit porcelet. Sois pas gourmand, on sait que dans le cochon tout est bon, mais bon quand même. 3e question. En 1821, donc Clément Moore, le poète dont je vous parlais tout à l'heure, donc, parle donc du Père Noël. Mais ce Clément Moore, donc son ami était imprimeur, je vous rappelle, hein, Monsieur Gillet. Donc, mais Clément Moore était-il abbé, prêtre ou pasteur? Je pense qu'il était esthéticienne. 3 points pour Carole. Question numéro 4. La dinde au marron est un plat traditionnel. Bon appétit. J'en veux. Mais qui a découvert ce plat? Christophe Colomb. Oh, pas mal. Vasco da Ipsimé. Gama, Christophe Colomb, t'as de la chance, il y est dedans, Tu voulais faire une blague? Ouais, non. Pas. Blague pourrie. ou Vespucci. Et dernière question, la crèche de Noël, n'est-ce pas, qui représente aujourd'hui l'étable dans laquelle a accouché Marie, la Vierge. Mais en réalité, que signifiait le mot crèche? Est-ce que c'était une mangeoire pour bestiaux, un nid en paille ou un couffin tressé? Passer au petit Jésus. Le premier, mangeoire pour bestiaux. Non, moi je dis le deuxième là. Moi, je dis une patinoire parce que j'aime bien les patinoires. Non, mais il faut surtout pas écouter Carole. Alors voilà, alors Carole m'a mis Le why. je sais pas quoi là, tout ce questionnaire. Bon alors, je m'en excuse, hein, je peux pas la bâillonner quoi, mais bon. Donc si vous voulez en tout cas participer à ce jeu, appelez-nous demain matin au 05 61 62 44 45. Vous aurez toutefois le temps de trouver peut-être des informations cet après-midi. Et si, une fois qu'on a joué tout ça, si on gagne, qu'est-ce qu'on gagne? Ah, Ça, c'est la bonne question. le Père une Noël dinde vous marron. le dira mercredi prochain dans l'émission. Ah, d'accord. Mais c'est Oui. c'est une dinde au marron. Non, je plaisante. Je peux pas tout dire quand même, le Père Noël il a ses petits secrets aussi. Et comme il vient mercredi, sais-tu Marie? Ah Donc ouais il faut que tu viennes le mercredi pour savoir les cadeaux. C'est le Père Noël lui-même qui va les désigner. Trop Moi je ne super. suis que son porte-parole ici-bas. Comprends-tu? Chouette. Moi, j'adore. Et donc puisque tu es là Marie, tu vas peut-être nous parler d'un journaliste. Ouais, mais ça, déjà, j'aime moins parce que c'est ce que j'appelle... Ça casse l'ambiance, voilà, vraiment. tout à fait. Moi qui étais dans l'esprit de Noël, c'est un peu mon petit coup de gueule, pour pas dire petit, Mais mon- rapide aussi, Voilà, rapide. mon coup de gueule complet. Alors, ça va tenir en une phrase parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour l'émission, parce qu'il est déjà 46. En fait, je me fais l'écho de ce qu'a vécu un journaliste, Monsieur François Collinet, et qui est journaliste et qui est en fauteuil roulant. Et donc, il a demandé à Monsieur Emmanuel de Roubaix, qui s'occupe d'artistes, de pouvoir interviewer
un artiste et la personne lui a dit « Mais vous êtes handicapé ou journaliste ?» Parce que dans son esprit, c'est-à-dire que faire une bonne action pour faire rencontrer une personne handicapée à un artiste, c'était tout à fait normal. Mais par contre, être journaliste en tant qu'handicapé, ça lui posait quelques petits soucis. Alors, est-ce que ça te pose des problèmes, Marie, aujourd'hui, d'être handicapée et à Radio Occitania ? Non, mais je souligne aussi que je veux dire, on est handicapé, on est handicapé, mais aussi compétent. On peut c'est ce dont on parlait tout à l'heure en début d'émission. On peut avoir des problèmes. Souvent, les gens qui travaillent avec nous connaissent et savent ce qui nous pose des difficultés. Par exemple, porter des choses lourdes, aller classer des trucs en hauteur, par exemple, ou porter des caisses ou des choses comme ça, c'est compliqué. Mais les gens sont là et en général, ils ne refusent pas. Mais là, par contre, par rapport à ce que j'ai lu de l'article, parce que ce monsieur Collinet, quand même, il a quand même une certaine expérience depuis 8 ans. Il est journaliste musical à RTBF Culture depuis 2010. Et donc, c'est vrai que la personne qu'il a... D'abord, son interlocuteur, il lui a demandé carrément s'il voulait profiter de sa situation pour rencontrer l'artiste, parce que ça, c'était envisageable, mais que c'était pas du journalisme. Après, il a jugé indispensable de prendre contact avec la responsable de RTBF pour vérifier s'il était effectivement journaliste. Quand M. Collinet lui a fait part du fait qu'il a informé du fait qu'il était en fauteuil roulant et qu'il souhaitait qu'il fallait vérifier que le lieu de la rencontre soit accessible à un fauteuil roulant, on lui a répondu je ne peux pas modifier l'endroit des interviews pour vous faire plaisir. Vous souhaitez rencontrer le Premier ministre, vous ne choisissez pas l'endroit. Si les loges ne vous sont pas accessibles, ce n'est pas mon problème, c'est le vôtre. Ça donne un petit peu l'état d'esprit. Enfin, je le cite textuellement. Donc, alors qu'on se rassure, parce que finalement l'interview, elle n'a pas eu lieu, mais non pas parce qu'il n'était pas handicapé, mais tout simplement pour des questions d'agenda. Je le précise quand même. Et effectivement, le lieu de la rencontre était un lieu qui était accessible au fauteuil roulant. Donc c'est déjà bien. Donc on parle tout le temps de l'accessibilité. On en parle très très souvent dans l'émission. Mais moi, ce que je voudrais souligner, c'est que oui, on a des difficultés. Quand j'ai parlé tout à l'heure du petit ange, ça m'a un petit peu émue et tout ça, parce que c'est vrai que quand on est handicapé de naissance, on a beaucoup de choses à gérer, c'est-à-dire apprendre son corps, apprendre à se déplacer, apprendre à connaître l'espace où on vit, ce qu'on peut faire ou peut pas faire, alors qu'on voit les autres qui se débrouillent très très bien, on se dit pourquoi et tout ça. Et par contre, après, ça veut pas dire qu'on est incompétent. Au contraire, on se rend très bien compte des choses, et donc c'est vrai que j'espère que l'émission que l'on fait fera que les gens regarderont les personnes handicapées différemment. C'est-à-dire qu'ils les considèrent comme des personnes compétentes et qui s'intéressent à la culture, qui vont au musée, qui vont au cinéma, qui ont une vraie vie civique. Comme des êtres humains à part entière. Voilà. Eh bien, oui, merci pour ton petit cri, Marie. Je revendique. C'est une matinée, petit coup de gueule, on pourrait dire. Oui, voilà. Donc, Carole, tu voulais parler, toi, d'un soldat américain, anglais, pardon. Je parlais d'un soldat américain qui a eu un souci. Anglais ou américain? Je crois que c'est... attendez, l'anglais. Bon, allez, rentrer dans mon sujet, 30 secondes quand même. Bon, déjà, c'est même pas ça l'introduction. Vous m'avez encore cassé mon introduction. T'as pas arrêté de nous embêter. International. Moi, je parle du Père Noël. De un peu de respect. C'est un sujet sérieux. Il s'agit de voir avec la langue. Alors oui, ça paraît complètement improbable, mais c'est bien une avancée scientifique dont je vous parle, qui pourrait révolutionner la vie des aveugles. Donc un soldat britannique, et non pas américain, merci les nanas, il a perdu la vue pendant la guerre en Irak, et il est en train de vivre une expérience plutôt concluante, parce que grâce à un dispositif qui a été mis au point aux États-Unis, c'est pour ça que je me suis embourbée, ce jeune caporal, il peut lire, voir des formes, et même marcher sans assistance. Donc ce militaire de 24 ans teste un appareil qui lui permet de redistinguer, laisse passer les choses, et cet appareil s'appelle le BrainPort en anglais. Donc Est-ce que c'est l'appareil où on met les cellules, des mini-cellules sur la rétine, c'est celui-là? Non, point du tout, très cher. Je te laisse finir. Tu vas voir.
Pour la petite histoire, donc en 2007, le caporal Lundberg est blessé sur le terrain. Et après l'explosion d'une grenade à Bassora, le Britannique devient complètement aveugle. Alors loin de se laisser abattre, en rentrant, il fait preuve d'une grande motivation pour plein d'initiatives. Il est repéré par le ministère de la Défense britannique qui le choisit pour tester ce prototype de Brainport. Alors qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est une langue électrique, vous avez bien entendu. Alors grosso modo, il s'agit d'une paire de lunettes de soleil sur laquelle est intégrée une caméra. Les lunettes sont reliées à un câble qui se termine par une sucette en plastique plate que la personne place sur la langue. Carrément, dans la bouche, sur la langue. Comment ça marche ? Alors concrètement, les images elles sont captées par la caméra. Elles sont transformées en impulsions électriques, simultanément. Tout comme l'aurait fait la rétine, en fait, en parfait état de fonctionnement. Sauf que là, c'est une caméra extérieure. Voilà, exactement, qui est posée sur les lunettes, sur la paire de lunettes de soleil dont je vous parle. Les impulsions passent par le câble, elles sont envoyées directement sur la langue, et donc les nerfs de la langue sont alors excités, ils transmettent l'information au cerveau. Donc concrètement, c'est l'intensité des impulsions qui permettent à la personne qui teste de voir le monde. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que oui, les nerfs qui viennent de la langue remplacent le nerf optique. C'est ça, exactement. Tu es tellement rapide dans ta tête, Karine. Oui. Ça doit pas être super pratique pour manger, ça. Non, ça ne l'est pas, merci Mitch. C'est-à-dire que tu décides soit de manger, soit de voir le truc. Ou alors, tu peux essayer de manger avec la spatule, mais c'est plat. Donc si c'est de la soupe, c'est problématique. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça doit pas être très esthétique non plus. C'est pas esthétique du tout. Néanmoins, c'est pas non plus une solution finale au handicap, comme il le dit, donc le jeune homme. Il dit ça reste un potentiel très grand parce que il dit c'est comme lécher une pile de 9 volts ou manger des bonbons qui pétillent, la sensation qu'il a sur la langue. Grâce au prototype, il peut quand même voir, le jeune homme, des lignes, des formes, il peut marcher dans un corridor, passer des portes, croiser des gens qui viennent vers lui et même prendre des objets sans tâtonner avant de les attraper. Il peut vraiment les prendre directement. Évidemment, ça demande de la pratique, mais ça a un grand potentiel. Alors pour la petite histoire, j'essaye de faire vite parce que le temps passe vite. Ça a un procédé qui est connu depuis les années 60, comme quoi des fois c'est dans les vieilles confitures qu'on fait les meilleurs pots, inversement. On est d'accord ? Les vieux pots, j'ai les fait vieux pots, exprès, c'est une blague. confiture. C'est l'ingénieur physicien Dr Paul Bach Irita qui a eu cet éclair de génie dans les années 60. Donc sur l'idée de la substitution sensorielle, exactement ce que vient de dire Karine, à savoir qu'il s'agit de stimuler un sens, comme le toucher, pour en remplacer un autre, la vue, là en l'occurrence. Donc concrètement, la personne ne voit pas avec ses yeux, mais elle voit avec son esprit. C'est son cerveau qui fait le lien et qui fait la traduction dans sa tête. Et donc en fait, la vision, c'est les yeux, mais c'est aussi une impulsion électrique dans le cerveau, en gros. Tout à fait. Eh bien, médecine, quand tu nous tiens. Oui, c'est ça. Donc, pour finir rapidement, c'est comme apprendre un peu un nouveau langage. La personne doit apprendre à traduire les impulsions électriques en une idée d'objet ou de forme. Ça ne se fait pas tout seul. C'est une étape cruciale de l'apprentissage. Mais quand le procédé est acquis, la translation se fait automatiquement. Donc sur la longue durée, quand même, le ministère de la Défense britannique, qui utilise la technologie américaine, pense étendre le procédé à des personnes aveugles venant d'autres départements militaires et pourquoi pas vers la population civile. C'est un prototype pour l'instant. Oui, c'est un prototype C'est un essai. que le jeune militaire essaye au quotidien et dont il fait part de ses retours. C'est pas Alors, mal, hein ? je vais regarder cet enchaînement un peu. Pour l'agenda, je vais commencer par vous parler d'anglais. Qui dit langue vivante, bien sûr. Donc sachez que cet après-midi, il y a à 17h une réunion de préparation au cours d'anglais. Oui, c'est en place, enfin. Nous allons nous réunir cet après-midi avec le professeur bénévole qui vient nous donner des cours d'anglais à l'AVH pour déterminer nos différents niveaux. Voilà, donc c'est au 7 rue Hydrac à 17h. Les personnes malvoyantes et non-voyantes sont invitées à se rendre donc à l'AVH pour cette réunion. Je voulais vous signaler, alors il faut faire vite si vous voulez vous inscrire à un voyage à Megève, un voyage organisé par l'AVH du 16 au 23 mars. Et je vous dis pourquoi il faut se dépêcher, parce que les inscriptions sont jusqu'au 15 de ce mois-ci. Pour aller faire du ski ? Et oui, et donc le prix n'a pas été transmis sur Internet, je ne sais pas pourquoi. Mais vous pouvez toujours appeler Michel Trillier au 06 88 39
35 99. 06 88 39 35 99. Oui, c'est la VH de Paris, Patricia, pour répondre à ta question. Et il s'agit d'un hébergement en studio pour 2 personnes, avec le prix comprend les locations de matériel, les forfaits de remontée, toutes ces choses-là. Il n'y a que le voyage pour s'y rendre qui reste à votre charge. Mais si vous voulez en savoir plus, eh bien, je n'ai pas trouvé l'information du prix du séjour. C'est bien dommage qu'il ne l'ait pas mis sur Internet, je ne comprends pas pourquoi. Voilà, je voulais vous signaler, alors c'est très important, dans nos stations de métro, Tisséo nous signale que la station Jean Jaurès va être d'ores et déjà le 7 janvier mise en travaux jusqu'en décembre de l'année prochaine. Oui, ça va durer 1 an pour refaire l'escalier central, vous voyez, sur la ligne A. Ça va être un beau bordel. De Jean Jaurès. Pour rester sur la ligne A, vous avez des travaux aussi qui vont durer jusqu'au mois de juillet au niveau de Marengo. Il prévoit de faire un nouvel escalier pour meilleur accès au quai, il paraît. Voilà. Oui, donc je parlais du repas de Noël de dimanche organisé par la VH. Donc c'est ce dimanche 16 et c'est à Balma. Voilà. C'est à quelle heure? Alors, si vous voulez l'apéritif, on va dire que c'est 11h30 midi. Si vous voulez arriver pour l'entrée, c'est un peu plus tard, vers 12h30. Et nous aurons bien sûr le traditionnel discours du maire de Balma pour cette occasion. J'avais des choses en audio description, donc je n'ai pas le temps de vous donner là le programme, mais pareil, si vous voulez avoir des films... le programme télévisé, voilà, j'en ai un petit peu. Appelez-nous demain matin au 05 61 62 44 45. Et je vais vous souhaiter une bonne semaine. Et n'oubliez pas donc que le Père Noël sera ici dans nos studios mercredi prochain à 10h. Bonne semaine à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir. Merci, Amit. Bonne semaine.